Professeur Didier Raoult, le conseil scientifique de l'IHU Méditerranée Infection se réunit annuellement et vient de se terminer il y a 2 jours. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé remarquablement bien parce que on a la chance d'avoir dans notre conseil scientifique des stars mondiales, des gens exceptionnels. On trouve rarement les gens qu'on appelle les très hautement cités, avec dedans des immunologistes, des biologistes cellulaires, des généticiens, le père de la biostatistique française, avec des gens d'un niveau tout à fait extraordinaire. On a eu la chance d'avoir aussi le président du groupe du jury international qui avait créé les IHU. On avait deux anciens ministres qui étaient présents. On avait trois représentants de tout ce qu'il y a de plus dynamique en Afrique actuellement. Malheureusement, nos amis algériens n'ont pas pu venir parce que les voyages sont bloqués. Mais on avait vraiment une des plus grandes stars d'Afrique, qui est Mouimbe, qui est le découvreur du virus Ebola quand même, hein, qui a géré, lui, plusieurs épidémies depuis Ebola, le choléra, la peste au Congo, qui est un homme d'un calme extraordinaire, qui nous a expliqué la structure qu'il avait avec le président de la République, qui s'adressait directement à lui pour pouvoir gérer les problèmes épidémiques, parce que c'est le sachant des problèmes épidémiques, et qui tient au courant le ministère de la Santé, mais ce n'est pas spécifiquement le rôle du ministère de la Santé de gérer l'épidémie là-bas. J'ai été content de voir qu'ils faisaient exactement la même chose que nous ici à Marseille, c'est-à-dire de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, ils rajoutent de la vitamine C, et ils font une PCR pour faire le diagnostic, ils font une PCR en fin de traitement, c'est-à-dire qu'ils font mieux que ce qui se passe la plupart du temps en France, aux États-Unis ou en Angleterre. C'est quand même assez sidérant de voir que au Congo, quand même, on fait ça. On fait la même chose au Sénégal. Alors là, c'est Mboup qui était venu avec Cher, qui dirige une des équipes rattachées à l'unité au Sénégal. Mboup est un de ceux qui a débusqué la deuxième épidémie de virus HIV, le virus de sida, qui s'appelait HIV2. C'est une star connue aussi depuis très longtemps et qui a une approche qui est très similaire, c'est-à-dire on donne l'azithromycine, de l'hydroxychloroquine, on fait le diagnostic par PCR avant, après, et puis on regarde si les gens sont guéris. Et ils ont des résultats qui sont comparables à ceux que nous avons ici à l'IHU, mais qui sont très supérieurs à tout ce qu'on voit en Angleterre, aux États-Unis ou en France. Donc il faut se poser des questions, savoir qu'est-ce qui se passe pour que l'Afrique soigne mieux les gens maintenant que ce qu'on le fait dans l'Occident. C'est une vraie question, parce que ils ont des raisonnements qui sont rationnels, simples, ils ne cherchent pas absolument à faire des essais thérapeutiques avec l'un ou l'autre. Donc c'est manifestement un bon choix, d'autant qu'on voit que cette obsession de l'essai thérapeutique, on voit où est-ce qu'elle a mené, c'est-à-dire au fait qu'il n'y a strictement aucun résultat avec le remdesivir, à part que sûrement les hauts et les bas du remdesivir ont bien dû rapporter de l'argent à quelqu'un, parce qu'ils se sont j'ai beaucoup d'actions. Enfin, on ne consommera pas de remdesivir, et d'ailleurs, moi j'ai essayé d'expliquer, vous savez, comme ça ne marche pas dans les formes graves, dans les formes initiales, je ne sais pas qui c'est qui va accepter 10 jours de perfusion, si vous voulez, en restant avec un produit qui a une relative toxicité pour une maladie dont la létalité, ça, le nombre de morts, est quelque chose entre 0,3 et 0,8%. Vous n'allez pas prendre une perfusion de 10 jours. Quoi. Donc c'était irréaliste. N'importe quelle personne qui s'asseyait tranquille pour réfléchir aurait su que ce n'était pas réaliste. Dès qu'on a compris que la phase virale où le médicament pouvait être actif était la phase initiale et pas la phase pendant laquelle le pronostic était engagé. Donc tout ça a été étonnant et le seul médicament qui donnait quelque chose dans les deux essais français, que ce soit Discovery ou l'essai d'Angers, ont été arrêtés avant la fin sans que l'on comprenne pourquoi, alors qu'ils montraient déjà des signes d'efficacité. Donc je crois que les gens de bon sens ailleurs raisonnent sur, écoutez, il y a des médicaments qui sont pas chers, qui sont efficaces, on voit que les gens vont bien quand on leur donne ces traitements, on sait que c'est pas toxique. Là aussi, une espèce de folie qu'a pris le monde occidental à transformer le médicament le plus presque au monde en médicament toxique. D'ailleurs, c'était déjà arrivé avec le Lancet, il y avait une autre histoire comme ça, c'est peut-être pour ça que j'étais plus réservé, avec l'ivermectine, où en 1997, le Lancet avait publié un papier disant que l'ivermectine tuait. Alors c'est déjà un repositionnement, parce que l'ivermectine est un médicament pour lequel son inventeur a eu le prix Nobel il y a 2 ou 3 ans, qui est un japonais.
qui avait été utilisé pour les maladies tropicales, en particulier pour les filarioses. Donc ça a été donné à des centaines de millions de gens. Par exemple, au Sénégal, toute la population, une fois par an, reçoit de l'ivermectine pour être déparasitée. Donc c'est un médicament. Et il se trouve que ce médicament fonctionne aussi contre la gale, contre les poux. Et donc, quand il a été utilisé contre la gale, il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, on a donné dans une EHPAD ce médicament, il a tué les gens. Et donc il a fallu, ça va vous conduire, c'est au moment où j'ai essayé de traiter une épidémie de poux en Afrique. Et donc on n'a plus pu l'utiliser parce que l'OMS, du coup, interdisait qu'on l'utilise, ce qui était là aussi complètement inconséquent, parce que personne ne pouvait mieux savoir que l'OMS, qui faisait des grands programmes d'éradication des vers, que ce médicament était toxique, on n'a pas pu l'utiliser. Et donc il a fallu quelques années pour qu'on revienne sur Terre. Vous voyez, c'était une autre folie. Il faut faire attention à ce qu'on publie parce que ça a des conséquences. Là encore, on a de la chance que ça a eu juste comme conséquence de montrer jusqu'à quel point le monde occidental était devenu ridicule. Mais pour l'ivermectine, comme tout le monde s'en fichait, ça a eu comme conséquence qu'on n'a pas pu traiter pendant un certain nombre de temps les gens qui étaient malades avec le médicament le plus efficace et qui est complètement anodin. Donc c'est embêtant. Enfin, toujours est-il qu'il ne faut pas s'imaginer que le monde fonctionne comme il fonctionne ni en France, ni en Occident. Les gens fonctionnent un peu comme ils veulent. Et on ne peut pas dire que la crédibilité de nos messages soit très grande dans les pays du Sud. Je ne parle pas des nôtres, hein, je parle de nos messages officiels. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir qui va se faire. On verra bien, hein, enfin globalement, si les pays où la mortalité est plus élevée sont les pays les plus riches, ça témoigne de quelque chose qui mérite d'être analysé très profondément. Concernant les données de mortalité, qu'est-ce que les analyses rétrospectives sur le premier semestre 2020 nous apprennent ? Déjà, pour l'instant, pour remettre les choses en situation, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, il est clair qu'on a un deuxième acte, une deuxième épidémie. Je vais vous reparler des sources de cette épidémie. Mais cette épidémie, si on regarde les données qui ne sont pas les miennes, hein, qui sont des données qui nous sont transférées par l'assistance publique de manière très transparente quotidiennement, vous voyez, le taux d'hospitalisation est de 132 personnes. Sur ces 132 personnes, l'IHU en abrite 75, hein, on fait la plus grande partie de ces patients, donc on a une idée très précise de leur état de gravité. Vous voyez qu'il y en a 48 qui sont en réanimation, et que depuis, je dirais, un mois et demi, tout ça est un espèce de plateau. Vous voyez, il n'y a pas d'augmentation significative. Il y a, c'est pareil au niveau du nombre de nouvelles personnes positives, vous voyez, ça ressemble plus à un plateau. On verra si ça regrossit ultérieurement ou si ça diminue. Moi, je ne suis pas devin, je ne prédis pas les choses pareilles. En revanche, ce que l'on a analysé, donc on a une publication qui vient d'être acceptée cette semaine, c'est que dans cet épisode, la première partie de ce deuxième acte était beaucoup moins sévère que ce qui s'est passé au printemps. Donc la mortalité, le nombre d'hospitalisations en réanimation ont été beaucoup plus faibles. On verra ce que nous, on en pense plus tard. La mortalité est plus basse actuellement que ce qu'elle était en mars-avril. On a l'impression là actuellement que depuis septembre, les formes sont un peu plus graves que ce qu'elles l'étaient en juillet-août. On verra ce qui est notre hypothèse. Et puis, nous, on a toutefois, on a une mortalité, nous, chez les gens traités, qui est exactement du même ordre, qui est de 0,5 à 0,6% chez les gens qui sont traités. Donc, ça aurait été extrêmement bas chez les gens qu'on prend en charge et que l'on traite. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan épidémiologique ? Eh bien, il y a, comme je l'ai dit, on est parti d'une situation qui était celle du printemps ici, où tous les virus se ressemblaient et présentaient quelques mutations de différence. Et puis, on a vu apparaître à partir de juin-juillet, on a vu apparaître des clones très distants de ce magma des virus qui circulaient et qui tournaient en rond en Europe et qui sont partis aux États-Unis, qui en Afrique. Donc, les virus sont venus d'Inde. En Europe, ils se sont développés comme ça. Et à partir de là, ils ont irradié partout, y compris en Afrique. Et puis,
en juillet, ont commencé à revenir un certain nombre de virus. Alors, il y a eu un groupe de virus qu'on a appelé Marseille 1, qui est là. Ce groupe de virus, de manière très intéressante, on avait l'évidence qu'ils venaient d'Afrique du Nord par bateau. Donc on avait des gens d'Algérie, de Tunisie, et puis ensuite on a eu des contaminations sur le bateau. Et donc on a compris que ça venait sur le bateau. Et donc c'est l'épidémie du 1. Et récemment, on a eu la confirmation génomique. On fait beaucoup de génomes ici, c'est pour ça qu'on peut en parler. Vous savez, tous ces génomes, c'est nous qui les avons fait. Alors, c'est intéressant que tout le monde ait des opinions sur les génomes, mais ils parlent de cette époque-là, et pas de cette époque-là, parce que les génomes de cette époque-là, il y en a très très peu, en dehors de ce qu'on fait nous. Et donc ici, vous voyez, on a fait très récemment, avec notre collègue Mboup, des génomes du Sénégal, et vous voyez que quand on fait un arbre, on clusterise tous ces génomes, on voit que ça, ce sont nos génomes à nous, Marseille, et ça, ce sont les génomes du Sénégal, aussi bien ceux que l'on trouve chez Mboup que d'autres qui avaient été séquencés en Sénégal et Gambie, vous voyez, et que tout ça tombe dans un même groupe, d'accord, et c'est bien d'Afrique. Le virus est parti en Afrique très clairement en venant d'Europe. Donc on sait bien, au Congo, au Sénégal, on a même tracé les premiers qui ont été malades et qui sont arrivés en Afrique. Et là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ces virus se sont mélangés avec d'autres virus circulants? Est-ce qu'il y a eu une évolution plus particulière de ces virus? Est-ce que les conditions de l'écosystème l'ont amené à changer de manière plus importante? Mais ce virus a changé. Il est revenu moins dangereux, donc tuant moins. Et puis, cette épidémie de ce virus s'est arrêtée. Elle a duré essentiellement en juillet. Et depuis, ce virus-là, on ne le voit plus. On voit peut-être un petit peu, un par semaine ou un tous les 15 jours. Mais il a été remplacé par les autres virus circulants. Et donc, maintenant, essentiellement, c'est le virus 4 que nous voyons circuler, vous voyez, qui semble donner des manifestations un peu plus sévères que le virus 1, pas aussi sévères que ceux que nous avions en printemps. Et puis, il y a le dernier qui semble émerger, c'est celui qu'on a appelé le virus 5. Le virus 4, les seuls, pour l'instant, génomes identifiés qui soient du même groupe que le virus 4 sont des groupes européens. Donc il est possible que celui-là ait été importé par les touristes qui sont venus à Marseille en masse pendant le mois d'août, puisque ça c'est le virus d'août. Donc le virus de juillet, il apparaît qu'au départ il est venu en bateau du sud de la Méditerranée, tandis que le virus d'août, on a l'impression qu'il est venu d'ailleurs en Europe, et comme on a eu énormément de touristes à Marseille en août, c'est vraisemblable que c'est les touristes européens qui ont amené ça en août, parce que les autres génomes qu'on trouve qui correspondent à ça sont en Allemagne, en Angleterre, il y en a en Bretagne, en Suisse, et donc on a l'impression que c'est plutôt venu du nord que du sud cette fois-là. Mais encore une fois, il faudra qu'il y ait beaucoup d'autres génomes pour que l'on puisse analyser ça d'une manière très précise. Donc voilà où on en est. Il y a plusieurs génomes. Ils n'ont pas la même sévérité. Et sinon, on continue, nous, à faire ce qu'on doit ici, c'est-à-dire, on soigne les gens. Maintenant, on a fait plus de 250 000 tests ici. On s'organise. Des fois, on a des problèmes des organisations. Je m'excuse pour hier, pour ceux qui sont venus, mais on a eu une panne du serveur parisien d'inscription qui a fait qu'on a pris 3 heures de retard sur la circulation et qu'il a fallu le rattraper. Mais sinon, les choses se passent bien. Il y a entre 2500 et 3000 personnes qui viennent se faire tester, qui se font tester. Et donc, le roulement fonctionne d'une manière à peu près correcte. Et au contraire, on aura plutôt des nouvelles satisfaisantes à annoncer sur le plan du soin, puisque je pense qu'on a des améliorations qui sont significatives pour les sujets les plus fragiles. Et puis Jean-Christophe aura l'occasion de vous dire qui meurt vraiment de ça. Et, en réalité, bien sûr, c'est les gens qui ont une espérance de vie extrêmement courte, 99 fois sur 100, ici au moins, hein. Et donc qui
ne modifie pas vraiment, pour l'instant, pour ce que l'on voit de manière très significative, l'espérance de vie à Marseille. Merci beaucoup.